Le 20 juillet 1967, à l'usine de la Porte d'Ivry à Paris, la doyenne des marques automobiles françaises ferma ses portes civiles. Ce jour-là, la dernière Panhard 24 quitta la chaîne, emportant avec elle l'un des moteurs les plus intelligents jamais conçus en France, le célèbre bicylindre à plat. Ce petit moteur refroidi par air n'avait jamais dépassé les 850 cm3. Pourtant, il avait dominé l'indice de performance au Mans et propulsé des berlines familiales à 130 km/h avec une consommation dérisoire. Mais dans les concessions, les vendeurs Citroën, les nouveaux maîtres de la marque, cachaient désormais les Panhard pour écouler leurs propres modèles. L'usine parisienne fut vidée de sa mécanique d'horlogerie pour assembler de simples fourgonnettes 2CV. Le paradoxe est que ce moteur ne disparut pas parce qu'il était faible. Il disparut parce que l'obsession de la légèreté et de la précision était devenue trop chère pour la production de masse. Mais la véritable histoire du bicylindre Panhard n'est pas seulement celle d'une usine sacrifiée. C'est l'histoire d'une machine qui essaya de battre les lois de l'économie avec les lois de l'aérodynamique avant de découvrir que la grande industrie a ses propres règles. Chaque semaine, nous racontons l'histoire des moteurs français, des usines et des ateliers qui ont façonné le pays et ce qui s'est passé quand le marché a changé. Abonnez-vous si cette mémoire industrielle compte pour vous. Mais l'histoire de ce bicylindre ne commence pas avec la nostalgie. Elle commence par une contrainte d'État, à Paris, en 1946. L'histoire ne commence pas avec la nostalgie, mais avec un lieu précis. À Paris, dans l'usine de la Porte d'Ivry, au lendemain de l'hiver 1945. La Seconde Guerre mondiale venait de s'achever, laissant derrière elle un pays aux infrastructures brisées, aux routes défoncées et à l'économie exsangue. Dans ce paysage de reconstruction, l'industrie automobile française n'était plus une affaire de marché libre, mais une question de survie nationale dictée par l'État. C'est ici qu'intervient une force invisible mais absolue, le plan Pont. Paul-Marie Ponce, haut fonctionnaire au ministère de la Production industrielle, avait reçu pour mission de rationaliser l'industrie automobile française. Le métal était rare, le charbon manquait, et l'État décidait désormais de l'attribution des matières premières. Les règles étaient brutales. Renault, fraîchement nationalisé, devait produire la petite 4CV. Citroën se voyait confier le développement de sa future 2CV et de la traction avant. Peugeot se concentrerait sur la 203. Mais pour Panhard et Levasseur, la doyenne mondiale des marques automobiles, le verdict du plan Ponce ressemblait à une condamnation à mort. Avant la guerre, l'usine d'Ivry fabriquait des voitures immenses, opulentes, équipées de moteurs massifs sans soupape. C'était la marque de la grande bourgeoisie, des modèles dynamiques et panoramiques, qui avalaient des dizaines de litres de carburant pour déplacer des tonnes d'acier. L'État fut clair. Panhard n'obtiendrait plus un seul kilogramme d'acier pour construire des voitures de luxe. Soit l'entreprise se réinventait en construisant une petite voiture économique, soit elle disparaissait. Face à cet ultimatum, la direction confia sa survie à deux hommes, le concepteur de carrosserie Louis Bionnier et l'ingénieur motoriste Louis Delagarde. Puisque l'État refusait de leur fournir de l'acier en quantité suffisante, Panhard allait utiliser un matériau abondant au lendemain du conflit, issu des surplus de l'industrie aéronautique militaire, l'aluminium. Plus précisément, le Duralinox, un alliage d'aluminium et de magnésium, extrêmement léger mais difficile à emboutir. Bionnier dessina une carrosserie aux courbes étranges, baroque, dictée par les contraintes de ce métal et par les premières intuitions de l'aérodynamique. Mais une carrosserie légère ne suffisait pas. Il fallait un cœur mécanique capable de tirer parti de ce poids-plume. C'est ici que Louis Delagarde fit un choix qui allait définir l'identité de Panhard pour les 2 décennies suivantes. Plutôt que de concevoir un banal 4 cylindres en fonte, lourd et rustique, il imagina un moteur d'une sophistication inouïe pour une si petite voiture. Delagarde dessina un flat twin, un moteur à 2 cylindres opposé à plat, souvent compact et reconnaissable par ses vibrations et son son de battement caractéristique. Ce choix n'était pas qu'une excentricité géométrique. Un moteur à plat abaisse le centre de gravité de la voiture et offre un équilibrage naturel remarquable. Surtout, Delagarde opta pour un refroidissement par air, une méthode où les cylindres sont directement exposés au flux d'air via des ailettes, éliminant ainsi le besoin d'un radiateur, d'une pompe à eau et de liquide de refroidissement.
En supprimant le circuit d'eau, il supprimait du poids, des pannes potentielles et de la complexité d'entretien dans une France rurale où les hivers gelaient souvent les blocs moteurs classiques. Les chiffres initiaux semblaient presque dérisoires. La cylindrée, le volume total déplacé par les pistons dans les cylindres, n'était que de 610 cm3. Dans les ateliers de la Porte d'Ivry, sur les bancs d'essai, ce premier petit bloc en alliage léger produisait une puissance de 22 à 24 chevaux. La puissance, une mesure de la rapidité avec laquelle un moteur peut accomplir un travail, paraissait bien trop faible pour une véritable voiture familiale. Pourtant, le miracle de l'ingénierie panarde résidait dans l'équation globale. Au Salon de l'Automobile de Paris en octobre 1946, sous la verrière du Grand Palais, Panhard dévoila la Dyna X Type 100. Le public français, affamé de nouveautés mais aux poches vides, découvrit une machine aux formes rondes, rapidement surnommée Louis XV, pour son style rococo. Mais sous le capot en aluminium, le petit bicylindre de 610 Sebina révélait une vérité mathématique implacable. La voiture entière ne pesait que 550 kg. Le contraste entre la perception de la petite cylindrée et la réalité du terrain fut un choc. Avant la Dyna X, les conducteurs français croyaient qu'une voiture capable de transporter 4 adultes et leurs bagages à 100 km/h nécessitait un lourd moteur de plus d'1,5 litre. La Dyna X accomplissait cet exploit tout en consommant à peine 5 à 6 litres d'essence aux 100 km. Dans une France où le carburant était encore soumis au rationnement par ticket, cette sobriété n'était pas un argument écologique, c'était la condition même de la mobilité. Mais ce niveau d'efficacité cachait une exigence nouvelle. Le moteur de la Garde n'était pas un morceau de fonte agricole tolérant l'à peu près. Il s'agissait d'une mécanique fine, assemblée avec des tolérances muscérées. Le bloc moteur, la structure principale qui contient les cylindres et les pièces centrales, était en alliage, sensible aux variations thermiques extrêmes si on le maltraitait. Les premiers clients découvrirent un son de crécelle métallique à froid, se transformant en un bourdonnement rageur à haut régime. Pour les concessionnaires et les garagistes indépendants de province, habitués aux lourdes mécaniques d'avant-guerre, ouvrir le capot de la Dyna X tenait de la science-fiction. Il n'y avait pas de radiateur à remplir, mais un énorme ventilateur canalisant l'air sur des cylindres nervurés. Il y avait des solutions techniques qui rappelaient davantage les ateliers de Gnome Rhone ou de Snecma que ceux d'un constructeur de voitures populaires. Panhard n'avait pas simplement construit un petit moteur pour échapper au plambon. Ils avaient transféré la logique de l'ingénierie aéronautique vers la route départementale. Le problème n'était pas de savoir si le moteur fonctionnait bien. Il fonctionnait brillamment. Le problème était de savoir si le réseau d'assistance de la France d'après-guerre, avec son huile de qualité inégale et ses mécaniciens, habitués au marteau plus qu'aux clés dynamométriques, était prêt à entretenir une telle précision. La mécanique était prête. La France devait encore découvrir comment cette petite horlogerie allait survivre sur ces routes détruites. Dès les premières livraisons de la Dyna X à la fin des années 1940, la route française devint le véritable banc d'essai de Louis de la Garde. Ce petit bicylindre à plat, un moteur compact où 2 pistons s'opposent horizontalement, ne ressemblait à rien de ce que l'industrie automobile nationale produisait alors. Face à une Renault 4 CV qui misait sur un petit 4 cylindres conventionnel en fonte, placé à l'arrière, à une Simca à ronde naissante, ou à une Peugeot 203 équipée d'un bloc indestructible mais lourd, la proposition de Panhard semblait venir d'une dimension parallèle. Mais c'est avec le lancement de la Dyna Z, présentée au public en 1954, que la percée technologique du moteur Panhard atteignit son expression la plus pure. La Dyna Z était une berline familiale volumineuse, capable d'accueillir confortablement 6 adultes sur ses larges banquettes. Et pourtant, sous son capot plongeant, la cylindrée, le volume total déplacé par les pistons dans les cylindres, n'avait grandi que pour atteindre une modeste valeur de 850 cm3. Comment un moteur si minuscule, pas beaucoup plus gros que celui d'une moto de l'époque, pouvait-il propulser une telle voiture familiale? La réponse de la Garde résidait dans un refus total des conventions mécaniques. De la Garde savait que pour qu'un petit moteur produise la puissance d'un gros bloc, il devait tourner beaucoup plus vite. Mais la vitesse de rotation prolongée détruit les moteurs thermiques classiques par usure et surchauffe.
Il prit alors une décision industrielle radicale. Au lieu d'utiliser des coussinets lisses en métal blanc pour le vilebrequin, l'arbre central massif qui transforme le mouvement vertical des pistons en force de rotation continue, il opta pour un vilebrequin démontable monté sur roulement à rouleau. Ce système, où l'arbre tourne sur une série de petits cylindres d'acier plutôt que de frotter contre une bague lubrifiée sous pression, réduisait drastiquement les pertes par friction et l'échauffement interne. C'était une architecture incroyablement coûteuse, nécessitant un usinage parfait, réservé jusque-là aux motos de compétition de haut niveau ou aux immenses moteurs en étoile de l'aviation militaire, comme ceux de Gnome Rhône. Dans un garage de province de la France des années 1950, ouvrir le carter en alliage d'une panarde et découvrir cette ingénierie brevetée constituait un véritable choc. Les mécaniciens locaux, habitués aux blocs agricoles en fonte qu'on réparait avec des outils basiques, se retrouvaient soudain face à une véritable mécanique d'horlogerie. Ce vilebrequin permettait aux bicylindres de monter à des régimes impensables pour une voiture populaire de l'époque, frôlant allègrement les 5000 tours par minute sans se désintégrer, produisant un son de battement frénétique. C'était un hurlement métallique joyeux qui devenait la signature sonore indubitable de la marque dans chaque village traversé. Mais tourner vite créait un autre obstacle physique majeur, l'affolement des soupapes. Les soupapes, les pièces vitales qui s'ouvrent et se ferment frénétiquement pour laisser entrer le mélange air-carburant et évacuer les gaz d'échappement, étaient traditionnellement refermées par de gros ressorts en spirale. À très haut régime, ces ressorts n'avaient plus le temps de se détendre correctement. Ils rebondissaient, perdaient le rythme, et le moteur s'étouffait ou se détruisait de l'intérieur en percutant les pistons. Pour contourner cette limite, Delagarde intégra une autre idée géniale: le rappel des soupapes par barre de torsion. Au lieu d'un ressort hélicoïdal classique, il utilisa une fine tige d'acier droite qui se tordait sur elle-même pour ramener instantanément la soupape à sa place. Ce système ne connaissait presque aucune limite de régime, n'entrait jamais en résonance et ne s'usait pratiquement pas. C'était un chef-d'œuvre absolu de miniaturisation mécanique. Pourtant, pour le réseau d'assistance naissant de Panhard, cela représentait un défi colossal d'après-vente. Le réglage de ces barres de torsion demandait un outillage spécifique et une précision millimétrique. Si un garagiste indépendant non formé tentait de faire l'entretien majeur avec les méthodes brutales d'avant-guerre, il risquait de fausser le mécanisme ou d'arracher les filetages de la culasse, la partie supérieure complexe du moteur qui ferme les cylindres. La mécanique Panhard exigeait soudainement la propreté absolue et la méthode d'un atelier aéronautique, une rigueur que la France rurale des années 1950 peinait parfois à garantir. Malgré ces contraintes d'entretien exigeantes, l'intelligence de ce moteur n'aurait été qu'une curiosité technique s'il avait dû traîner du plomb. C'est ici que l'alliance avec Louis Bionnier transforma l'exercice d'ingénierie en une véritable révolution de l'efficacité. La Dyna Z de 1954 fut entièrement conçue autour de l'aérodynamique, la science de la réduction de la résistance de l'air sur un corps en mouvement. Sa carrosserie en forme de goutte d'eau fendait le vent, réduisant considérablement l'effort demandé aux petits bicylindres à grande vitesse. Et surtout, la carrosserie et la structure structurelle étaient intégralement fabriquées en duralinox, l'alliage d'aluminium ultraléger. Le résultat sur la bascule de l'usine de la Porte d'Ivry était stupéfiant. La grande berline pesait seulement 710 kg, soit des centaines de kilos de moins que ses rivales de même gabarit. Sur les routes nationales, ce rapport poids-puissance inédit créa un véritable choc culturel et commercial. Des représentants de commerce, des médecins de campagne et des familles en vacances découvrirent qu'ils pouvaient maintenir une vitesse de croisière de 130 km/h, dépassant les lourdes tractions avant, tout en consommant à peine 6 litres d'essence aux 100 km. Le flat twin ne fonctionnait pas par la force brute de la combustion, mais par une efficacité systémique totale. Chaque cheval-vapeur, la mesure de la puissance pure du moteur, était maximisé parce qu'il n'avait presque aucun poids mort à déplacer au démarrage et presque aucun mur de vent à percer sur l'autoroute. Dans les concessions Panhard de l'époque, les vendeurs exhibaient avec fierté cette ingénierie de pointe. Le constructeur qui, 10 ans plus tôt, produisait des mastodontes bourgeois réservés à une élite, venait de réinventer la mobilité rationnelle pour les masses. Le carnet de commandes explosait.
Le moteur avait appris à la France à reconnaître une forme différente de puissance. Il n'avait pas encore rencontré la limite de son propre coût. Dans les années 1950, la véritable mesure d'un moteur français ne se prenait pas seulement sur les bancs d'essai de la Porte d'Ivry, mais dans la nuit moite de la Sarthe, sur l'asphalte impitoyable du circuit des 24 heures du Mans. C'est ici, face à l'élite mondiale de la course automobile, que le petit flat twin de Louis Delagarde allait prouver que l'aérodynamique et le rendement mécanique pouvaient humilier la force brute. Au Mans, le public se massait dans les tribunes pour le vacarme des V12 Ferrari et des gros moteurs 6 cylindres Jaguar. Ces monstres de 3 ou 4 litres de cylindrée dévoraient la longue ligne droite des Hunaudières par la simple violence de leurs centaines de chevaux. Mais derrière ce tonnerre mécanique, un autre son, plus aigu, plus frénétique, résonnait dans les stands. Le hurlement métallique et saccadé du bicylindre Panhard poussé dans ses derniers retranchements. La marque parisienne ne cherchait pas la victoire au classement général absolu. Elle visait une couronne tout aussi prestigieuse pour l'industrie nationale et les ingénieurs. L'indice de performance. L'indice de performance, un classement mathématique spécifique au Mans qui récompensait la voiture parcourant la plus grande distance par rapport à sa très petite cylindrée, était le terrain de jeu parfait pour la philosophie Panhard. Gagner cet indice ne signifiait pas être le constructeur le plus riche ou le plus puissant. Cela signifiait posséder le groupe motopropulseur le plus intelligent de la grille. Pour porter ses moteurs en piste, Panhard s'allia à de petits constructeurs et artisans de génie, notamment Charles Deutsch et René Bonnet, les fondateurs de la marque DB. Dans leurs ateliers de Champigny-sur-Marne, Deutsch, l'aérodynamicien, et Bonnet, le metteur au point, prirent les blocs en alliage Duralinox de la Dina et les placèrent dans des carrosseries profilées au ras du sol, d'abord façonnées en aluminium, puis en fibre de verre. Sur la piste, les résultats furent une onde de choc pour la concurrence. Entre 1950 et 1953, les DB Panhard s'imposèrent de manière écrasante dans leur catégorie et raflèrent l'indice de performance. Les mécaniciens qui s'affairaient dans la voie des stands du Mans, essuyant l'huile de ricin brûlante sur les carters, regardaient ces minuscules moteurs de 745 cm3 maintenir des régimes de rotation effrayants pendant 24 heures d'affilée sans exploser. Le vilebrequin sur roulement à rouleau prouvait ici toute sa supériorité thermomécanique. Le refroidissement par air, ce flux d'air vital canalisé à haute vitesse directement autour des ailettes des cylindres, sans aucune pompe à eau pour tomber en panne, fonctionnait avec une régularité d'horloge. Le moteur propulsait des barquettes à près de 160 km/h sur les Hunaudières, avec une consommation de carburant si basse qu'elle faisait sourire les ravitailleurs britanniques. Le summum absolu de cette logique mécanique fut atteint quelques années plus tard, en 1962, avec la Panhard CD. Charles Deutsch conçut une machine aux formes si étirées, si parfaite pour fendre le vent, qu'elle ressemblait à une goutte d'eau bleue posée sur des roues étroites. Sous le capot, le bicylindre Panhard fut réglé avec une précision maniaque, affichant une cylindrée de 702 cm3. Dans cette configuration de course, le moteur développait environ 60 chevaux. C'était une puissance dérisoire face aux 300 chevaux des prototypes italiens. Pourtant, grâce à un aérodynamisme extrême, la petite Panhard CD pulvérisa les lois de la physique de l'époque en atteignant la vitesse hallucinante de 204 km/h dans la ligne droite. Atteindre plus de 200 km/h avec un petit moteur bicylindre n'était pas seulement un exploit sportif pour les gazettes. Pour l'ingénierie française, c'était un manifeste physique. Cela prouvait de manière irréfutable que l'avenir ne résidait pas obligatoirement dans la multiplication des cylindres lourds, mais dans la réduction des frictions et l'intelligence de la conception. Le moteur Panhard était devenu le symbole de l'efficacité absolue, un David de métal capable de tenir tête au Goliath sur la piste la plus exigeante du monde. Mais la gloire d'un moteur de course, si belle soit-elle, ne suffit jamais à faire vivre une usine entière. Pendant que les carrosseries bleues fendaient l'air de la Sarthe, la véritable bataille pour la survie du bicylindre de la Porte d'Ivry se jouait sur un autre terrain, beaucoup plus vaste et beaucoup plus dangereux, le quotidien de la France populaire. Pendant que le son frénétique du Flat Twin résonnait dans la nuit de la Sarthe, une autre victoire, bien plus vitale, s'écrivait au quotidien sur le bitume des routes nationales.
La Dyna Z avait prouvé qu'une grande berline familiale pouvait se contenter d'un moteur de motocyclette si elle était conçue avec l'intelligence du vent. Mais à l'aube des années 1960, Panhard devait transformer cet essai technologique en un véritable empire industriel. C'est ainsi que naquit en 1959 le summum commercial et culturel de la marque, la Panhard PL17. Le nom lui-même était une équation mathématique fièrement affichée par les concessionnaires dans les vitrines. 5 chevaux fiscaux pour la catégorie d'imposition, plus 6 places assises, plus 6 litres de consommation d'essence aux 100 km. Le total faisait 17. Sous le capot plongeant, étrangement lisse et dénué de calandre traditionnelle pour mieux fendre l'air, le bloc de Louis de Lagarde atteignait sa pleine maturité. La cylindrée avait été fixée à 850 cm3. Dans sa version standard, ce petit cœur d'alliage léger délivrait une puissance docile de 42 chevaux. Mais pour ceux qui voulaient retrouver une once de l'esprit du Mans sur la route des vacances, Panhard proposa bientôt une évolution qui allait marquer une génération. Le moteur Tigre. Le moteur Tigre n'était pas un nouveau bloc, mais une optimisation radicale et minutieuse du flat twin existant. Les motoristes de la Porte d'Ivry retravaillèrent pour la culasse, modifièrent le profil et les lois de levée des soupapes à barre de torsion et augmentèrent le taux de compression. Le résultat fut spectaculaire. Le petit bicylindre développait désormais 50 chevaux réels, frôlant un rendement exceptionnel de près de 60 chevaux par litre de cylindrée. Pour un moteur culbuté à refroidissement par air, destiné à une berline de grande série, c'était un chiffre prodigieux. Les conducteurs de PL-17 Tigre découvrirent une machine nerveuse capable de croiser à plus de 120 km/h sur autoroute, humiliant régulièrement des familiales beaucoup plus lourdes équipées de moteurs 4 cylindres traditionnels comme les Peugeot 403 ou les Simca Aronde. Dans les garages indépendants de province et les concessions à la devanture peinte en bleu, le flat twin était devenu un objet de fierté mécanique. Le réseau d'assistance, d'abord bousculé par cette technologie, avait fini par s'adapter. Les mécaniciens qui, 10 ans plus tôt, regardaient avec méfiance le vilebrequin monté sur roulement à rouleau, avaient compris la rigueur aéronautique qu'exigeait la machine. Un bon mécanicien Panhard savait qu'il ne fallait jamais serrer excessivement les goujons du carter en aluminium lorsque le métal était chaud, sous peine d'arracher les filetages. Il savait régler les doubles carburateurs pour que le moteur produise son battement caractéristique. Ce fameux poum-poum, sourd et irrégulier au ralenti qui, sous l'accélération, se fondait en un sifflement de turbine aigu et continu. Le moteur Panhard ne dictait pas seulement la vitesse. Il redéfinissait l'architecture même du voyage à la française. Parce que le bicylindre à plat était extrêmement court et qu'il entraînait directement les roues avant, il n'y avait aucun tunnel de transmission pour encombrer le plancher de l'habitacle. Sur la fameuse route nationale 7, lors des grands départs en vacances estivales, les familles s'entassaient confortablement à 6 dans une PL17, glissaient des valises volumineuses dans un coffre immense et traversaient le pays sans s'arrêter. L'absence de radiateurs et de liquide de refroidissement supprimait l'angoisse de l'ébullition dans les longs embouteillages de la vallée du Rhône ou sur les rampes abruptes des Alpes. Un énorme ventilateur caréné soufflait sans relâche l'air frais directement sur les ailettes métalliques des cylindres, évacuant la chaleur avec une efficacité implacable. À la fin des années 1950, l'échelle de production de l'usine de la Porte d'Ivry prouvait que le pari absolu de Panhard était gagné. La marque automobile, que le Plan-Pont avait voulu balayer ou marginaliser, parvenait à assembler près de 35 000 véhicules par an. C'était une échelle industrielle majeure pour un constructeur indépendant, une véritable résurrection. L'usine parisienne tournait à plein régime, les fonderies coulaient des milliers de carters, et les lignes de montage bourdonnaient au rythme de l'optimisme d'après-guerre. Panhard n'était plus seulement le pionnier expérimental de l'aluminium, c'était la preuve vivante, roulante et hurlante qu'une approche totalement alternative de l'automobile pouvait dominer un marché de masse. Dans une France où un moteur pouvait décider du caractère d'une grande berline familiale, de la vitesse d'une barquette au Mans, ou de la fierté de survie d'une usine parisienne centenaire, la puissance n'était pas une abstraction. Elle était métal, carburant, travail, chaleur, bruit, aérodynamique, précision d'usinage, indépendance industrielle et confiance. À ce moment précis de l'histoire,
La marque représentait l'avant-garde absolue. Leurs machines étaient vastes, légères, incisives, portées par un moteur dont le rendement défiait son époque. Le moteur prouvait que l'intelligence et l'aérodynamique battaient la force brute. Mais l'industrie s'apprêtait à lui envoyer la facture des matériaux. La première fissure dans l'empire de la Porte d'Ivry ne vint pas d'un défaut de conception ni d'une erreur de Louis de Lagarde. Elle ne vint même pas de la route. Elle vint d'un conflit géopolitique à l'autre bout du monde et d'une implacable équation financière. Au début des années 1950, la guerre de Corée éclata. Les nations occidentales se lancèrent dans un réarmement massif et l'industrie aéronautique militaire absorba soudainement les matières premières stratégiques. Sur les marchés internationaux, le prix de l'aluminium et de ses dérivés flamba. Pour Panhard, dont tout le modèle économique et technique reposait sur le Duralinox, ce fut un choc systémique. L'alliage léger, qui permettait à la grande Dyna Z de ne peser que 710 kg, devenait du jour au lendemain trop cher pour être utilisé dans une voiture de grande série destinée à la classe moyenne. La direction de Panhard n'eut d'autre choix que de reculer. Dans les bureaux d'études et sur les chaînes d'emboutissage, on commença à remplacer discrètement les panneaux d'aluminium par de la tôle d'acier. D'abord les portes, puis le capot, et enfin la structure entière. À partir de 1956, la Dyna Z devint un véhicule tout acier, une transformation qui se poursuivit avec la PL-17. Sur la balance de l'usine, la sentence fut terrible. La voiture prit brutalement près de 200 kg de surcharge pondérale. Ce simple changement de matériau détruisit l'équilibre magique du système Panhard. Le profil aérodynamique de Louis Bionnier, fendant le vent à haute vitesse, ne pouvait rien contre l'inertie de la masse au démarrage. Le moteur fonctionnait encore. La conception de Lagarde restait brillante. Mais le monde physique autour de la machine avait changé. Le petit bicylindre à plat de 850 cm3 se retrouva soudainement piégé. Pour qu'un moteur déplace près d'une tonne d'acier, il a besoin de couple. Le couple, la force de rotation brute d'un moteur, souvent ressentie comme sa capacité à tirer une charge lourde dès les plus bas régimes, manquait cruellement au petit Flat Twin. Son point fort était la puissance à haut régime, sa capacité à hurler sans faiblir sur l'autoroute. Mais dans les embouteillages naissants de Paris ou sur les routes escarpées du Massif central, l'absence de couple à bas régime devenait un handicap majeur. Pour compenser ce surpoids, les conducteurs français durent modifier leur façon de conduire. Au feu rouge, il fallait faire patiner l'embrayage. Dans les côtes, il fallait rétrograder violemment et maintenir le moteur à des régimes hurlants pour ne pas s'enliser. Le Flat Twin, qui glissait autrefois avec légèreté, était désormais contraint de forcer en permanence, comme un coureur de fond à qui l'on aurait attaché un sac de briques sur le dos. Cette tension constante commença à se lire dans les ateliers et les garages de province. Les mécaniciens, qui voyaient revenir les PL-17 pour l'entretien régulier, remarquèrent les signes d'une usure prématurée. Le fameux vilebrequin monté sur roulement à rouleau, si parfait pour les hauts régimes, supportait mal les chocs thermiques et mécaniques infligés par des conducteurs qui maltraitaient la mécanique à bas régime pour faire décoller la lourde caisse en acier. Les moteurs Tigre, gonflés à 50 chevaux pour tenter de sauver les performances, devenaient capricieux. Le réglage des soupapes à barre de torsion, s'il n'était pas fait avec la rigueur d'un technicien d'aviation, entraînait des pannes. Le problème n'était pas que le moteur était devenu mauvais. Le problème était qu'il ne pardonnait plus rien. Dans une France où des concurrents comme Peugeot avec sa 403 ou Simca avec son Aronde proposaient de gros moteurs 4 cylindres en fonte de 1,5 litres, la philosophie Panhard devenait difficile à défendre. Un moteur Peugeot en fonte était lourd, rustique et peu efficace sur le papier, mais il possédait le couple nécessaire pour tirer une carrosserie en acier sans forcer. S'il manquait d'huile, il continuait souvent de tourner. Si on le conduisait mal, il encaissait. Le moteur Panhard, lui, exigeait de l'huile de haute qualité, un entretien méticuleux et une conduite intelligente. Le son du Flat Twin, autrefois perçu comme le chant de la victoire au Mans ou le symbole d'une ingénierie d'avant-garde, commença à changer de signification dans l'esprit du public. Pour le conducteur moyen qui cherchait simplement à aller travailler sans se soucier de la mécanique, ce hurlement aigu sous le capot ne sonnait plus comme de la haute technologie, il sonnait comme un moteur qui souffrait. Les ventes de la PL-17 commencèrent à stagner.
les concessionnaires indépendants éprouvaient de plus en plus de difficultés à convaincre les pères de famille de choisir un bicylindre pointu plutôt qu'un 4 cylindres traditionnel. La marque parisienne avait atteint les limites de ce qu'une entreprise indépendante pouvait supporter. Pour développer un nouveau moteur plus grand, un flat-four ou un moteur refroidi par eau capable de tirer sereinement les nouvelles carrosseries en acier, Panhard avait besoin de capitaux immenses. L'usine de la Porte d'Ivry n'avait pas ses fonds. Dès 1955, pour survivre, Panhard avait dû signer un accord de rapprochement avec un géant qui possédait à la fois l'argent et le réseau de distribution. Citroën. Au départ, cela ressemblait à un sauvetage, un partenariat stratégique entre deux constructeurs qui valorisaient l'innovation. Le petit bloc devait maintenant lutter contre la masse de l'acier. Mais une force bien plus écrasante et beaucoup moins pardonnable s'apprêtait à s'abattre sur l'usine, ses ingénieurs et ses mécaniciens. La logique financière implacable d'un groupe industriel tentaculaire. L'accord de 1955 entre Panhard et Citroën avait été présenté à la presse comme une alliance de deux grands noms de l'avant-garde française. Sur le papier, la complémentarité semblait parfaite. Panhard cherchait des fonds pour survivre au coût de l'acier, Citroën cherchait désespérément des mètres carrés de production. L'usine Citroën du quai de Javel explosait sous la demande de la 2CV et de la nouvelle DS. Panhard possédait la vénérable usine de la Porte d'Ivry et un réseau de concessionnaires bien implanté. Mais dans le monde de l'industrie automobile, une alliance entre un groupe géant et un constructeur en difficulté se transforme rarement en partenariat égalitaire. Très vite, la Porte d'Ivry devint une usine sous tutelle. Sur les vieilles chaînes de montage parisiennes, entre deux berlines PL17, les ouvriers de Panhard virent apparaître des fourgonnettes Citroën 2CV. L'espace physique alloué au Flat Twin reculait mois après mois, grignoté par les machines de l'Empire au chevron. Le coup le plus silencieux et le plus mortel fut porté dans les concessions. Le réseau de distribution des deux marques fut fusionné. Du jour au lendemain, le Flat Twin Panhard se retrouva dans le même hall d'exposition que les voitures Citroën. Un vendeur payé à la commission n'avait aucun intérêt à passer une heure à expliquer à un père de famille pourquoi le bicylindre pointu d'une Panhard exigeait une conduite savante et une huile coûteuse, alors qu'il pouvait lui vendre en 10 minutes une Citroën Ami 6, plus conventionnelle, moins chère à entretenir et soutenue par la puissance du réseau national. Les vendeurs cessaient de défendre l'histoire de la marque. Le marché français de la classe moyenne, qui cherchait la facilité plutôt que la noblesse mécanique, suivit le mouvement. Il y eut pourtant un dernier sursaut d'orgueil, un chant du signe d'une beauté tragique. En 1963, l'usine présenta la Panhard 24. Dessiné par Louis Billonnier, c'était un coupé fascinant, bas, large, doté de doubles phares sous verrière et de lignes pures qui semblaient fendre l'air même à l'arrêt. C'était la quintessence de la philosophie aérodynamique de la marque. Les journalistes automobiles français furent éblouis par le design. Mais en ouvrant le capot, l'illusion se brisa. Louis Delagarde et les ingénieurs motoristes avaient désespérément voulu développer un nouveau moteur pour cette voiture. Ils avaient des plans pour un nouveau 4 cylindres en X, ou même pour adapter un moteur acheté à l'extérieur. Mais Citroën, qui tenait désormais les cordons de la bourse, opposa un veto implacable. Citroën ne voulait pas financer un moteur qui risquait de faire de l'ombre à ses propres modèles. La sublime Panhard 24 fut donc condamnée à recevoir le vieux bicylindre à plat de 850 cm3. Malgré les efforts des motoristes qui réussirent à en extraire 60 chevaux dans la version Tigre, le contraste était trop cruel. La Panhard 24 pesait lourd. Pour que ce coupé de sport avance, il fallait martyriser le moteur, le faire hurler à des régimes épuisants. La voiture avait l'apparence d'une grande routière moderne de la fin des années 1960, mais le son et le comportement d'une machine d'après-guerre portaient à ses limites absolues. Ce n'était plus de l'ingénierie, c'était de la survie. Les ouvriers de la Porte d'Ivry, qui avaient autrefois coulé les pièces du moteur victorieux au Mans, regardaient leur usine se transformer en une simple annexe de sous-traitance pour Citroën. L'entreprise Panhard, la plus ancienne marque automobile du monde, était en train d'être vidée de sa substance, réduite à un simple badge sur une calandre, et même ce badge finissait par déranger la nouvelle direction. En 1965, Citroën prit le contrôle total et définitif de Panhard. La décision industrielle fut rapide et sans appel.
Il n'y avait plus de place pour deux architectures de flat twin dans le même groupe. Citroën avait son propre bicylindre, celui de la 2CV, un moteur agricole, rustique, simple et bon marché, à l'exact opposé du moteur aéronautique, complexe et raffiné de Delagarde. L'industrie avait choisi son camp. Le marché de masse préférait la simplicité bon marché à l'intelligence coûteuse. Le 20 juillet 1967, le dernier coup de presse résonna. La dernière Panhard 24 quitta la chaîne de montage de l'usine de la Porte d'Ivry. Citroën ordonna l'arrêt immédiat et définitif de toute la production automobile civile de Panhard. La marque ne mourut pas totalement. Elle survécut en se repliant exclusivement sur la production de véhicules blindés pour l'armée française, un domaine où ses ingénieurs continuèrent d'innover loin du grand public. Mais le département des voitures de tourisme fut anéanti, les bureaux d'études furent dispersés, l'outillage spécifique au moteur bicylindre fut démonté. L'usine centenaire de la Porte d'Ivry, autrefois temple de l'aluminium et de la haute efficacité thermique, fut entièrement reprogrammée pour assembler des Citroën 2CV utilitaires. Le moteur tournait encore, mais Citroën contrôlait les finances. Les vendeurs refusaient d'expliquer la mécanique. Le bureau d'études n'avait plus le droit d'inventer. La chaîne de montage fut remplie d'autres véhicules. L'usine changea de maître. Le nom disparut des routes civiles. La France cessa d'avoir besoin de l'intelligence aérodynamique de Panhard, parce qu'elle avait choisi l'échelle industrielle de Citroën. La machine était tombée. Mais un demi-siècle plus tard, le système français autour d'elle allait comprendre ce qu'il venait de perdre. L'arrêt de la production civile le 20 juillet 1967 ne marqua pas la disparition immédiate du nom Panhard. L'entreprise, amputée de ses voitures de tourisme, se replia sur ce qu'elle savait faire de plus robuste, les véhicules militaires. Pendant des décennies, des blindés légers comme l'EBR ou l'AML portèrent le badge Panhard sur les théâtres d'opération du monde entier. Ironiquement, l'expertise aéronautique et l'obsession pour le rapport poids-puissance de Louis Delagarde trouvèrent un écho parfait dans l'ingénierie militaire, où la légèreté et la fiabilité extrême étaient des questions de survie. Mais pour le grand public français, pour les pères de famille, les voyageurs de commerce et les automobilistes des routes nationales, la marque avait cessé d'exister. Aujourd'hui, l'empire physique de la Porte d'Ivry n'est plus qu'un souvenir. Les vastes ateliers d'emboutissage, les fonderies d'aluminium et les chaînes de montage du 13e arrondissement de Paris ont été effacés par l'urbanisation, remplacés par des tours d'habitation, des bureaux et des centres commerciaux. L'industrie lourde a quitté la capitale, et avec elle, le bruit métallique des vilebrequins que l'on usinait. Même le nom de l'entreprise a fini par être absorbé. Au fil des fusions industrielles, la division militaire de Panhard a été intégrée à Renault Trucks Défense, aujourd'hui rebaptisée Arcus. La plus ancienne marque automobile du monde, celle qui avait défini l'architecture même de la voiture moderne à la fin du 19e siècle, est devenue une simple ligne dans les archives d'un conglomérat de la défense. Pourtant, dans l'ombre de cette disparition corporative, une communauté irréductible a refusé de laisser le moteur mourir. À travers la France, dans des ateliers spécialisés, des garages de passionnés et lors de rassemblements discrets, le bicylindre à plat de Louis Delagarde vit encore. Mais le maintenir en vie n'est pas une question de mécanique ordinaire. Restaurer un moteur Panhard aujourd'hui exige une approche qui tient plus de l'horlogerie ou de l'aéronautique que de la réparation automobile classique. Les mécaniciens qui travaillent sur ces blocs en alliage savent qu'ils manipulent une anomalie historique. Ils doivent maîtriser le calage précis de la distribution par roue dentée, comprendre la tension exacte des fameuses soupapes à barre de torsion et traiter le vilebrequin monté sur roulements à rouleaux avec le respect dû à une pièce d'aviation. Là où le propriétaire d'une vieille Citroën 2CV peut réparer son moteur rustique avec des outils de base au bord d'une route, le collectionneur de Panhard doit souvent faire usiner des pièces spécifiques, chercher des huiles aux propriétés particulières et respecter scrupuleusement les temps de chauffe. Ce n'est pas de la nostalgie aveugle, c'est la préservation active d'une philosophie technique. Ce qui rend ce petit flat twin si important aujourd'hui, bien au-delà du cercle des collectionneurs, c'est ce qu'il prouve sur la façon dont l'industrie a résolu le problème du déplacement. Le système Panhard n'était pas seulement une curiosité technique, c'était une vision alternative de l'efficacité. Dans notre ère moderne, où l'industrie automobile mondiale tente de résoudre les équations des normes anti-pollution et de l'autonomie électrique,
La solution dominante a consisté à ajouter de la masse. Nous construisons des véhicules de 2 tonnes, lourdement équipés de batteries massives, et nous tentons ensuite de contourner les lois de la physique avec une puissance logicielle ou des moteurs électriques surpuissants. Panhard, dans l'immédiat après-guerre, avait choisi le chemin inverse. Leur intelligence résidait dans la soustraction. L'équipe de la porte d'Ivry avait compris que si l'on réduisait la masse grâce à l'aluminium et que l'on fendait l'air grâce à l'aérodynamique, un tout petit moteur de 850 cm3 pouvait accomplir le travail d'une lourde mécanique de 2 litres. Ce fut là le véritable drame de la marque. La vision de Delagarde et Bionnier était techniquement brillante. L'aérodynamique et la légèreté étaient les clés de l'efficacité absolue. Mais le marché français, façonné par les prix des matières premières de la guerre de Corée et les logiques de production de masse, n'était pas prêt à payer le prix de cette intelligence. La France n'a pas rejeté la mécanique Panhard parce qu'elle manquait d'ingénierie. Elle l'a rejetée parce que la haute ingénierie était trop exigeante à entretenir et trop chère à produire face à l'acier bon marché de ses concurrents. La victoire de Citroën avec sa 2CV ou de Peugeot avec ses lourds moteurs en fonte n'était pas une victoire de la supériorité technique, mais une victoire de l'échelle industrielle et du pragmatisme économique. Le Flat Twin Panhard n'a pas échoué sur le papier. Il a été écrasé par les mathématiques financières d'un monde qui préférait la simplicité pardonnable à la sophistication intransigeante. Mais la sophistication laisse une trace différente. Quand on entend aujourd'hui le hurlement sec d'un Flat Twin Tigre à haut régime, on n'entend pas le bruit d'un utilitaire. On entend l'écho d'un bureau d'études qui croyait que les voitures devaient être conçues comme des avions, libres de la masse, fendant le vent, propulsés par une mécanique qui refusait tout compromis. Quelque part dans un atelier de l'Oise, un vieux bloc bicylindre en duralinox repose sur un établi en métal, ses soupapes à barres de torsion fraîchement réglées par des mains expertes, attendant l'étincelle qui réveillera, pour quelques instants encore, le son métallique et triomphant de la haute intelligence aéronautique française. À la prochaine Histoire Mash.